Bonjour Céline Brulin. Bonjour. Vous êtes la secrétaire fédérale du Parti communiste français en Seine-Maritime. Vous êtes également une élue régionale puisque vous siégez au Conseil régional de la Normandie. Et puis depuis le 1er juin dernier, vous êtes également sénatrice à la faveur de la démission de Thierry Foucault, qui était longtemps sénateur. À la fin du mois de septembre, l'ensemble des parlementaires communistes vont se retrouver au Tréport pour des journées parlementaires. Et puis pour marquer également la rentrée politique du Parti communiste, quel ton vous souhaitez donner à cette rentrée politique ? Un ton combatif parce que on voit les mesures qui sont annoncées, qui vont venir très rapidement au Parlement. Je pense au plan pauvreté, au plan hôpital, au budget des différents ministères. Et on voit par exemple dans le sport à quoi on va pouvoir assister si on ne réagit pas. Donc on va être mobilisé sur ces questions-là. Et puis une rentrée aussi où je pense que tous ceux qui combattent la politique de Macron sont en situation de reprendre espoir parce qu'on a quand même un gouvernement et un président de la République qui sont aujourd'hui fragilisés et cette saison va peut-être être moins jupitérienne que la précédente. D'accord. C'est votre souhait ? Vous pensez que cette saison-là va être moins Oui, c'est mon souhait. Je pense qu'il faut qu'on parvienne à mettre des coups de frein à cette politique dont on mesure déjà qu'elle est inefficace. On voit que la croissance progresse bien moins que ce qui était annoncé parce que quand on plombe à ce point le pouvoir d'achat des Français, mais aussi des collectivités, ça a forcément un impact sur la croissance. En même temps, puisque vous parlez de saison, on a pu voir qu'au cours de la saison 1 du quinquennat d'Emmanuel Macron, finalement, la grogne sociale, elle n'a pas tellement pris. On a bien vu dans les rues. Il n'y a pas eu de rassemblement massif comme on a pu connaître dans le quinquennat précédent. La grogne a pris, elle s'est même ancrée, elle s'est élargie. Par contre, elle n'a pas réussi à empêcher des choses. Je crois que c'est ça. On l'a vu avec la SNCF, notamment. Absolument. C'est un combat perdu, la SNCF, maintenant ? Perdu, non, parce que je pense que petit à petit, les gens vont mesurer ce que ça signifie concrètement quand des gares vont fermer, quand des guichets vont fermer, quand des lignes vont être mises à l'abandon parce qu'elles seront jugées insuffisamment rentables. Et je pense qu'il y aura des mobilisations à venir. Est-ce que c'est pas un peu un mirage, ça, Céline Brulin, la fermeture des lignes ? On a bien vu sur l'exemple de Dieppe-le-Tréport à justement, il a fallu une vraie bataille. Oui, mais il a fallu une vraie bataille qui conduise les présidents des régions Hauts-de-France et Normandie à s'engager. Il n'y avait rien de gagné. Et du coup, l'État aussi à s'engager, parce que l'État ne peut pas non plus se reposer comme ça sur les collectivités. Et puis, on a d'ores et déjà, et malheureusement, la région Normandie accompagne ce mouvement-là, des guichets qui ferment dans certaines de nos gares. Je voyais même que le maire du Havre, tout en prônant une communauté urbaine élargie, proposait de fermer la gare de Bréauté. Vous imaginez bien que dans notre secteur, on ne peut pas supporter ce genre de choses. Ce qui est une gare où il y a de plus en plus de gens qui viennent prendre le train, en effet. Est-ce que vous diriez, comme Pierre Laurent, que le mirage Macron commence à se dissiper ? C'est clair qu'on voit de plus en plus de gens dans des milieux très divers, des gens qui ont voté des choses très différentes, qui sont de plus en plus déçus, voire en colère. Et puis, même dans son propre camp, à Macron, on voit qu'il y a des défections. Nicolas Hulot, la ministre des Sports ensuite. On voit, il y a même des alertes. Il faut mesurer, même si je ne crois pas forcément en eux pour être fer de lance du combat, mais j'entendais que François Pinault, avant l'été, disait que Macron ne comprenait pas les petites gens. Je vois que Pisani-Ferry, qui est celui qui a rédigé son programme économique, dit qu'il y a un problème avec la méthode Macron. Dans son propre camp, on voit que ça commence à se fissurer. Et comment vous analysez, vous, la démission de Nicolas Hulot ? Je pense qu'avec toute sa sincérité, il a perçu, et il l'a dit même, je ne vais pas réutiliser les mots qu'il a lui-même employés, mais qu'il y avait en gros incompatibilité entre lutte en faveur de l'environnement et libéralisme, parce qu'on a un système qui, quelle que soit la bonne volonté de Nicolas Hulot, met des obstacles considérables à la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, on a eu en Normandie un triste exemple pendant l'été. C'est l'abandon de la filière hydrolienne, parce qu'on laisse cette filière-là dans les mains du privé en pensant qu'il va la porter, la développer, y compris en essuyer les plâtres. Or, on voit bien que pour développer ce genre... C'était dans les mains de Naval Group, qui est un groupe public. En partie public. Et précisément, il faut que la puissance publique joue tout son rôle et qu'elle porte ces filières-là pour les développer, parce qu'on ne peut pas laisser le privé, même partiellement privé... Alors qu'est-ce que vous proposez ? Un grand service public de l'énergie ? Absolument. Comme vous le réclamez, tel un leitmotiv depuis des années ? C'est clair que pour des enjeux aussi stratégiques, il faudrait reconstruire un pôle public
qui prennent en compte aujourd'hui la diversification des modes de production énergétique, puisqu'il faut aller vers un développement des énergies renouvelables. Mais tout ça pour assurer une péréquation, c'est-à-dire qu'on paye l'énergie pareil, quel que soit l'endroit où on vive, et qu'on ait des véritables politiques à long terme. L'énergie, ça se réfléchit sur 50 ans, ça ne se réfléchit pas à l'échelle d'un bilan comptable pour une entreprise du CAC 40. Il faut conserver la part du nucléaire? Pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que de faire avec le nucléaire, notamment au regard des enjeux climatiques, puisque c'est la priorité des priorités, à empêcher qu'on aille plus avant dans le réchauffement climatique. Mais en parallèle, il faut bien évidemment développer de nouvelles sources et de nouvelles productions énergétiques, et notamment renouvelables. Alors on l'a dit, vous êtes sénatrice. On a vu au début de l'été que la réforme constitutionnelle appelée de ses voeux par le gouvernement a été reportée pour cause de l'affaire Benalla. Cette réforme, elle propose entre autres de réduire le nombre de parlementaires. Le Sénat n'est pas très favorable à cette réduction du nombre de sénateurs et de députés. Quelle est votre position à vous? En fait, elle ne propose pas que ça, elle propose un certain nombre de dispositions qui visent à réduire les pouvoirs du Parlement. Or, on s'est aperçu, par exemple, cet été, que le Parlement, il a un rôle, par exemple, de contrôle de l'exécutif qu'il a exercé cet été, qui va continuer d'exercer, puisque par exemple au Sénat, la commission d'enquête va se poursuivre durant 6 mois. Oui, vous parlez de l'affaire Benalla. Voilà, absolument. Et si réforme des institutions il doit y avoir, c'est pour les démocratiser, pas pour les verrouiller. Ça peut paraître séduisant de se dire moins de parlementaires. Mais moi, je rencontre beaucoup de citoyens qui trouvent qu'ils ne voient pas assez souvent leurs députés, les sénateurs, etc. S'il y en a moins, qu'ils sont sur des territoires beaucoup plus grands, on les verra encore moins, je dirais, et il y a même un risque que la technocratie prenne encore plus le pas qu'aujourd'hui. Or, il faut, je crois, des politiques qui soient vraiment ancrées dans le terrain et qu'au contraire, on renforce le lien entre ceux qui font la loi et ceux qui la vivent concrètement dans les territoires. Mais en réduisant le nombre de parlementaires, est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'envoyer un signe fort aux Français qui attendent que l'État fasse des économies ? L'État... On le voit bien, par exemple, vous parliez tout à l'heure des retraités dont le pouvoir d'achat est fortement ralenti. Beaucoup disent oui, mais que l'État commence par montrer l'exemple. Mais quand on fait un budget, soit on diminue les dépenses, soit on augmente les recettes. Et côté recettes, ce gouvernement a multiplié les cadeaux en direction des plus fortunés. On pense à l'impôt sur la fortune, mais on pense à l'exit tax, qui était une taxe mise en œuvre par Sarkozy. Donc... mais qui voulait dissuader l'évasion fiscale, par exemple. Macron propose de supprimer ça. Non, il faut remettre ces dispositifs-là en place pour que les plus fortunés puissent contribuer à l'effort nécessaire au développement des services publics. On voit en cette rentrée que tous les besoins ne sont pas couverts. L'État a besoin de moyens pour mener des politiques publiques et il faut pour ça qu'il se dote de recettes. Alors parlons un petit peu de stratégie politique. Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, a appelé à constituer une grande force de gauche. Pierre Laurent appelle à constituer une grande force de gauche. Tout le monde veut faire une grande force de gauche. Est-ce que finalement, ce n'est pas le meilleur moyen de créer de la division et de la désunion ? Je ne sais pas si les uns ou les autres appellent à une grande force de gauche, mais effectivement... tout le monde se dit... C'est le cas de Pierre Laurent qui veut constituer une force unitaire. Un rassemblement à gauche. Effectivement, face à Macron, dont je viens de dire qu'il était fragilisé, il faut qu'on puisse se rassembler pour vraiment mettre un coup d'arrêt à sa politique. Et il ne faut pas seulement le dire, il faut qu'on puisse le faire. Mais alors, comment le Parti communiste, qui n'a pas pu présenter un candidat à la présidentielle de 2019, qui n'a pas voulu, qui s'est rangé derrière Jean-Luc Mélenchon par esprit de rassemblement, justement. Oui. Et ça a bien fonctionné que Jean-Luc Mélenchon a frôlé le deuxième tour de la présidentielle. Eh bien, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir un tel résultat et ensuite repartir chacun dans notre couloir de nage en se disant qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Alors, qui prend le leadership ? Mais moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a un rôle éminent à jouer dans ce rassemblement-là. Mais il faut que le Parti communiste, l'aile gauche du PS qui réfléchit sur son avenir au sein du PS ou sur la possibilité de nous rejoindre, des écologistes qui constatent, comme Nicolas Hulot, que dans ce système, il n'y aura pas de place pour l'environnement, que tout ce monde-là se rassemble et que, par exemple, à l'occasion des européennes, on soit en situation de porter une liste commune. Vous dites quoi, clairement ? Vous dites tous derrière Mélenchon ? Moi, je pense qu'il faut...
Il faut que chacun soit soi-même, qu'on fasse une liste. Non, mais vous, au Parti communiste, vous dites quoi? Mélenchon, de toute façon, il ne pourra pas être candidat. Il est pourra pas député. être candidat, mais la et je France crois qu'il Insoumise peut souhaite avoir une liste. Mais la France Insoumise peut évidemment jouer un rôle important dans cette liste, bien évidemment. Je mesure la force qu'ils ont. Je vois aussi que dans un département comme le nôtre, les communistes ont toute leur place et que c'est ensemble qu'on arrivera à marquer des points et à redonner espoir au peuple de gauche. Je crois que on parlait d'un certain échec des mouvements sociaux. Si les mouvements sociaux veulent marquer des points, c'est aussi parce qu'il y aura une perspective politique et qu'on sera en situation de dire, eh bien, il y a une alternative à la politique qui est en train de mener Macron aujourd'hui. Alors, le Parti communiste a déjà désigné sa tête de liste pour les européennes, Yann Brossa. Un chef de file. Un chef de file. Les mots ont un sens, justement. C'est notre manière de dire que, bien sûr, les communistes, ils ont des choses à dire, on commence à les dire. Yann Brossa dit un certain nombre de choses, mais qu'il est encore temps, c'est dans 9 mois, hein, les européennes. Il est encore temps de travailler, à se rassembler pour faire une belle liste qui va mobiliser les Français. Derrière Jean-Luc Mélenchon. Avec Jean-Luc Mélenchon, qui fera campagne pour cette liste, bien évidemment, avec Pierre Laurent, avec tous ceux qui ont à cœur de mettre un coin face à la politique d'Emmanuel Macron, et puis tous ceux qui ont aussi conscience qu'en Europe, il y a des phénomènes extrêmement inquiétants. Je pense aux extrêmes droites qui se requinquent dangereusement. Et c'est aussi face à ça qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités les uns et les autres. Qui seront les Normands qui figureront sur cette liste? Pour l'instant, on ne l'a pas encore décidé, mais il y a évidemment plein de personnalités qui joueront un rôle ou bien dans la liste ou bien en soutien de cette liste. Et moi, je crois qu'il faut que ce soit une liste aussi qui ait une forte connotation mouvement social. On parle par exemple en ce moment beaucoup des pêcheurs qui ont à souffrir des Anglais qui viennent saccager la ressource. On pense aux ouvriers qui sont à la merci d'un dumping social avec d'autres pays européens. Voilà, il faut que la liste, elle porte ces combats-là. Et évidemment, nous, on a des tas de propositions à faire pour incarner cette philosophie-là. Alors juste après les européennes auront lieu un autre rendez-vous important, c'est-à-dire les municipales. En général, c'est l'élection préférée des Français, puisque les taux de participation y sont élevés comparés à d'autres élections. En Seine-Maritime, quelles seront les villes cibles, en quelque sorte, du Parti communiste ? On n'a pas de ville cible, simplement nous. On sait très bien que le Parti communiste est moins implanté dans certaines villes, par exemple à Rouen. Vous êtes clairement moins implanté que dans d'autres secteurs, d'autres grandes villes de la région. Mais par contre, il y a une chose qui est très importante à nos yeux, c'est que la commune, ça reste un lieu d'abord qui protège les gens. Quand il n'y a plus rien, quand tout fout le camp, quand tous les services publics disparaissent, il reste la commune. Et je pense que c'est un point de repère et d'action auprès de nos concitoyens qui est extrêmement important. Et donc nous, on veut porter ça, la défense de nos communes. Et puis, effectivement, on a des possibilités dans ce département d'avoir des gestions beaucoup plus progressistes dans un certain nombre de communes. Et là, je dirais que les choses sont très, très ouvertes, parce que le paysage politique étant ce qu'il est aujourd'hui, nous, on ne s'interdit absolument rien. Et ce qui va nous guider, c'est de construire avec tous les gens qui le souhaiteront des projets communaux progressistes. Et cette alliance peut aller jusqu'où ? Jusqu'au PS ? Cette alliance peut aller, je ne crois pas qu'il faut qu'on raisonne, enfin moins que jamais, il faut qu'on raisonne en termes de logo et de force politique, parce qu'on voit bien que le paysage politique est très très confus en ce moment. Mais par contre, dans les communes, il y a des tas de gens qui ne sont pas forcément encartés, mais qui agissent dans des associations, qui agissent dans des collectifs citoyens, qui ont des tas de choses et beaucoup d'énergie à porter. Et nous, c'est ça qu'on veut rassembler. Après, clairement, il y a des villes qu'on peut faire basculer. Vous pensez ? Je pense par exemple au Havre, cette ville qui est dirigée par le successeur d'un Premier ministre qui fait beaucoup de mal à la France et au Havre en ce moment, qui crée une situation ouverte. C'est Jean-Paul Lecoq qui sera candidat au Havre ? J'entends de plus en plus de gens qui sollicitent Jean-Paul. Vous le souhaitez ? Moi, je pense que Jean-Paul, c'est tout à fait quelqu'un qui pourrait relever ce défi, mais je pense que ça se construit tranquillement et que pour l'instant, Jean-Paul fait un travail parlementaire extrêmement important au service des Havrais et que c'est ça qui va compter aussi pour la suite. Alors, toujours pour les municipales, vous avez été élu local à Bolbec. En 2014, vous avez été élu au conseil municipal. Vous avez dû démissionner au mois de juin pour cause de cumul des mandats depuis vos fonctions de sénatrice. Est-ce que vous serez candidate
en 2020 à Bolbec? Ben, je jouerai un rôle, c'est ma ville, j'y vis, j'y suis engagée. J'ai encore saisi récemment le ministère de l'Éducation nationale pour une fermeture de classe parce qu'on a une maternelle à Bolbec, par exemple, où les enfants se retrouvent à 33, 34 par classe, qui est absolument insupportable. Donc j'agis pour cette ville, j'y jouerai un rôle. Je ne sais pas à l'heure qu'il est dans quelle position exacte, mais évidemment que je reste engagée pour Bolbec. Bien, merci Céline Brulin. Merci à vous. Et à bientôt pour un nouvel invité sur PNTV.